C'est une véritable course contre la montre. Chaque don nous rapproche de la ligne d'arrivée. Et TVL est à la croisée des chemins. Ou bien nous plions sous le poids de l'injustice, ou bien nous tenons bon et montrons que rien n'éteint une volonté populaire, dissidente, déterminée. Nous refusons de céder, nous refusons de disparaître. L'heure est donc à l'action. Un don maintenant, c'est un souffle d'oxygène. C'est un signal de soutien amical. TVL est votre chaîne. Protégez-la. Faites un don. Défendez votre liberté. Chaque euro compte, chaque minute aussi. Merci pour votre énergie, votre solidarité et votre confiance en nos combats communs. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Zoom aujourd'hui avec Michel Fize. Bonjour monsieur. Bonjour. Michel Fize, sociologue, politologue, essayiste, l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, le dernier pour un nettoyage moral de la France à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Alors, vous l'expliquez Michel Fize, en plus des crises politiques, économiques et culturelles, s'ajoute une crise morale. En 30 ans, vous l'expliquez, le fait est là, la dégradation morale est spectaculaire. Partout s'observe la perte de la propreté morale et la disparition des normes collectives. Peggy l'expliquait déjà en 1904. La société est pourrie de mensonges. Alors, avant de continuer, est-ce que l'on peut commencer par avoir une définition, votre définition de la morale ? Oui, parce que il m'a été reproché quelquefois ce titre où j'emploie deux mots qui sont jugés stigmatisants. Le premier, nettoyage, car on pense purification, et pour aller un peu plus loin, purification ethnique. Et Karcher éventuellement, oui. Pourquoi pas? Et puis morale, évidemment, ça renvoie à la tradition de l'ordre moral du XIXe siècle, réhabilité par le maréchal Pétain. Donc ça renvoie à de mauvais souvenirs. L'obscurantisme. Oui, tout à fait. Hein. Et puis surtout, quelque part, l'autoritarisme. Hein, c'est-à-dire ce que vous devez faire absolument sans que vous ayez droit de regard sur les règles qu'on vous impose finalement. Or, je suis sociologue et pas moraliste, donc je prends le terme moral au sens sociologique du terme et peut-être au sens développé par un sociologue allemand, Norbert Elias, c'est-à-dire les mœurs. Hein, lui qui a écrit un livre intitulé « La civilisation des mœurs ». Donc quand je parle de morale, en réalité, je parle des mœurs individuelles et collectives qui sont nourries de règles, de valeurs, de références, de fondements, d'une éthique. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il y a dans la corbeille morale et pas simplement une série d'interdits qui s'abattraient sur les individus. Voilà. Parce que derrière la morale, en démocratie, il y a évidemment, mais on en parlera à la fin, la manière dont on peut s'approprier une morale aujourd'hui en 2025. Vous êtes l'auteur, Michel Fize, d'un ouvrage pour lequel ma collègue Élise Blaise vous avez reçu. Cet ouvrage s'appelle « Un président anormal ». On parlait du président Macron. Quelle est la morale du président Macron, cette morale qu'il essaye d'implémenter à la société française? Eh bien, d'une formule peut-être un peu raccourcie, je dirais que la morale, en un seul mot, n'a pas de morale. Donc un être amoral n'a pas de morale. Pour être immoral, il faut être dans la transgression de quelque chose qui s'appelle la morale. Or, il semblerait que M. Macron ait grandi sans repères. Sans repères familiaux, avec une distance par rapport au père, voire une inimitié, et peut-être même plus, le terme haine peut-être pourrait être utilisé. Bon, une mère dont on parle peu, mais qui me paraît pas plus proche de son fils que ne l'est donc son époux. Une éducation faite par une grand-mère. Donc un enfant qui s'élève tout seul, alors pas au sens d'élévation chrétienne, c'est-à-dire qui se bâtit, qui se fabrique une personnalité et comme qui un même enfant sauvage. Oui, un peu ça, et qui donc apprend qu'il n'y a pas de limite. Alors deux exemples. Ce que disait d'ailleurs Manuel Valls à l'égard du président de la République, il n'a pas de cadre, il n'a pas de tabou.
Tout à fait, parce qu'encore une fois, tout ça relève d'un apprentissage qui n'a pas eu lieu. Hein. Donc, effectivement, il a commencé très tôt à fixer lui-même ses propres choix, par exemple en décidant de se faire baptiser. Hein. C'est lui qui le souhaite. Bon, la première communion, c'est la même chose. Hein. Et puis, il y a évidemment cette relation avec cette enseignante plus âgée que lui, donc Brigitte Trogneux, voilà, 25 ans au bas mot, hein, puisqu'on ne sait pas très bien quel était l'écart d'âge, puisqu'on ne sait pas très bien quand cette idylle a commencé. Voilà, donc il est dans la transgression. Il est dans la transgression. Par conséquent, il s'est, je dirais, abîmé dans un personnage de toute puissance, hein, pour lequel le principe de gouvernance est simple. Il y a moi, et j'avais dit les autres. Même pas. Il y a moi et les autres quand ils me ressemblent, hein, quand ils m'obéissent. Hein. Sinon, les autres n'existent pas. Il y a moi tout seul. Donc, c'est plus que l'autoritarisme. Hein. C'est la toute-puissance psychologique. C'est le rejet de l'autre. C'est-à-dire, l'autre n'existait pas, hein, pour Monsieur Macron. Hein. Donc, il n'a autour de lui qu'une cour de fidèles, bon, qui se réduit quand même comme une peau de chagrin au fil des ans. Voilà. Donc, je pense même que le terme moral, si on lui posait la question, n'aurait aucun sens pour lui, puisqu'encore une fois, il est dans la transgression, dans le rejet des interdits, par contre, qu'il applique volontiers aux autres, hein, puisqu'il se dessine un personnage qui incarnerait précisément le bien, avec les valeurs positives, le travail, la responsabilité. Voilà, donc un personnage... Le bien est ce qu'il décide. Le bien est ce que je pense être bon pour la France. Je sais ce qui est bon pour la France. Voilà. Et d'où le fait que les seuls mea culpa qu'il s'adresse sont des mea culpa qui n'en sont pas. Oui. Hein, c'est-à-dire de ne pas être allé assez vite ou assez loin, voilà, de ne pas avoir bien communiqué. Cette crise morale que vous observez, Michel Fils, comment elle se manifeste dans notre société? Alors d'abord, c'est la crise dont on ne veut pas parler. Donc merci à vous de me permettre de le faire, parce que elle renvoie chacun à un mal-être personnel. Parce que d'une certaine manière, chacun se reconnaît un peu dans le tableau que je dresse dans ces pages. C'est-à-dire un rapport très éloigné par rapport aux règles. Alors ce qui est d'ailleurs un paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup d'interdits administratifs, hein, mais parallèlement beaucoup de libre disposition de soi. Selon un principe très simple, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je jette un papier à terre si le cœur m'en dit. Je donne une gifle au passant qui ne me plaît pas, voire plus. Hein. On parle beaucoup des armes blanches et des couteaux, notamment chez les jeunes. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont armés. Hein. Beaucoup d'autres le sont, avec toutes sortes d'armes. Voilà. Donc on est dans une société qui ressemble à une jungle. Pour le coup, la jungle n'est pas à Calais. Hein, car à Calais, on a quand même des êtres qui vivent comme ils peuvent, qui sont assistés comme on le peut, voilà, qui n'ont pas choisi, comme ont choisi nos contemporains, d'être ce qu'ils sont. Hein, parce que quelque part, ils se sont auto-fabriqués, amoral, immoral, transgressif, jouissif à l'excès. Donc sans considération de l'autre. Je pense que la crise morale, c'est le rapport de soi à l'autre, hein, ou plus exactement, c'est l'effacement de l'autre. Voilà. Est-ce que cette crise morale est le fruit de ce que veut l'État? Alors, il y a beaucoup de choses qui partent d'en haut, mais là, il y a beaucoup de choses qui remontent. Parce qu'encore une fois, les grandes constructions, elles partent des racines. Hein, la cathédrale, elle n'est pas construite d'en haut, la cathédrale, elle est construite d'en bas.
Hein, voilà. Et donc là, on a... Inspiré par le haut. Alors, inspiré par le haut, oui, dans le cas, mais bon, Façon. Emmanuel Macron, que je sache, n'est pas encore le haut avec un grand H ou Dieu avec un grand D. Voilà, donc, on a une sorte de rayonnement à partir du bas, c'est-à-dire toute part d'un terreau social qui est très dégradé, hein, par ce mécanisme que j'ai appelé l'individualisme triomphant, donc exacerbé, sans frein, moi sans les autres, moi tout seul, moi tout puissant, moi roi. En fait, on est un pays où chacun s'est fabriqué sa petite royauté, hein, qui est soi-même. Voilà. Et pour le coup, tout ceci est remonté jusqu'au politique qui quelque part est dans l'imitation. Voilà, dans l'imitation du bas. Voilà, c'est pas le haut qui impose la médiocrité, hein, c'est une médiocrité alors qui vient de très loin, hein, nous en parlions tout à l'heure hors antenne de la bourgeoisie. La bourgeoisie a inventé la médiocrité. Voilà, on pouvait résumer sa meilleure définition. Il suffit de relire d'ailleurs quelques pages d'Emmanuel Mounier, hein, l'inventeur du personnalisme, qui dans quelques pages consacrées à Camus, Sartre et Bernanos rappelle encore une fois comment la grande rupture ne se produit pas en 89 en réalité, qui est par certains côtés un prolongement de l'ancien régime, mais à partir du moment où la bourgeoisie se met en selle, ce qui est un autre facteur de dérive, l'argent, dont Peggy parlera beaucoup, l'argent roi, hein, parce que l'argent roi, c'est pas le capitalisme moderne qu'il a inventé, hein, il faut remonter au premier temps, au balbutiement de la bourgeoisie quand elle enfourche le cheval du commerce. Vous constatez, comme beaucoup de Français, une montée des incivilités, voire des violences, et vous dites sans civisme, le pouvoir est fondé à devenir plus autoritaire. N'est-ce pas au fond la volonté de l'État de devenir plus autoritaire ? Alors, on a un système politique qui, par définition, est autoritaire. Hein, je n'hésite pas à l'appeler une dictature constitutionnelle. La Ve République, en donnant la toute-puissance politique au président de la République, et on le voit encore aujourd'hui, malgré une dissolution ratée, malgré l'absence de majorité, malgré l'absence d'un gouvernement qui lui soit complètement inféodé, M. Macron continue de régner et d'occuper l'espace. Ce n'est pas la volonté du général de Gaulle, qui est le fondateur de la Ve République, qui, lui, en ayant perdu le référendum en 69, a décidé de partir de lui-même. Oui, et puis qui savait respecter la diarchie de l'exécutif, hein, en reconnaissant à ses premiers ministres, et notamment à Georges Pompidou, son carré d'action politique, hein, en fait, au gouvernement les affaires intérieures et au chef de l'État les affaires internationales. Voilà, donc on a effectivement ce système qui donne la toute-puissance, et puis ce que j'ai donc appelé un mégalothimiaque, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est installé dans une supériorité à laquelle probablement il ne croit pas lui-même. Là, il faut relire quelques pages des psychiatres, notamment Alfred Adler, qui dit finalement qu'un sentiment de puissance exacerbé dissimule probablement un complexe d'infériorité très fort. Voilà. Alors, c'est sujet à contestation, ce que je dis, mais je pense que M. Macron n'est sans doute pas si bien dans sa peau qu'on le dit. Voilà. Et qu'il est dans des compensations permanentes, dans des mises en scène spectaculaires. Hein. Il suffirait de rappeler l'arrivée des chefs d'État pour le 80e anniversaire de la commémoration en Normandie. On se serait cru à Cannes, hein, tapis rouge, etc. La réception de ces mêmes chefs d'État sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame pour sa réouverture solennelle. Voilà, donc c'est la mise en scène. Donc, on n'a pas besoin de plus, c'est-à-dire les institutions et sa personnalité dessinent ce personnage qui règne sur les Français aujourd'hui. Cette crise morale, vous dites que de toutes les sociétés européennes, c'est bien la société française qui en est la plus atteinte. Pourquoi la France en particulier ? Alors d'abord, peut-être parce que nous sommes un pays très clivé politiquement parlant.
idéologiquement parlant, il n'y a que dans ce pays où la droite et la gauche, bon, même affaiblies au sens traditionnel du terme, sont quand même encore une ligne de partage des Français. Première chose, et peut-être aussi une mauvaise lecture de mai 68. Parce qu'on dit c'est la faute à mai 68. Non, c'est la faute à la manière dont on interprète les réformes ou les révolutions. Voilà. Je rappelle que 68, c'est une levée contre un système d'autorité s'étant transformé au fil du temps en autoritarisme. Et il est arrivé le même travers à mai 68, qui, partant du principe de liberté, est arrivé au laxisme qu'on commence à observer au milieu des années 80. Voilà. Et je me souviens à l'époque d'avoir interrogé notamment des parents qui me disaient, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut faire la synthèse? Comment est-ce qu'on peut croiser autorité et liberté? Voilà. Et je pense qu'effectivement, on a laissé filer les règles au nom de la liberté. Voilà. Donc, on a fini par considérer que les seules valeurs étaient celles qu'on se donnait soi-même. Hein. L'individualisme. Voilà. Alors, c'est ce que j'appelle l'individualisme triomphant. Voilà. L'individualisme n'est pas un principe mauvais en soi, parce que dans une société, il faut concilier les besoins de l'individu et les besoins de la société. Sauf qu'aujourd'hui, on a effacé les besoins de la société. C'est-à-dire qu'on a une société qui n'a plus de conscience collective, qui n'a plus de dessin. Alors dessin EIN à la fin, je ne parle même pas de grand dessin façon Charles de Gaulle. Un petit dessin suffirait peut-être, voilà, mais on n'a même pas ça. Donc c'est ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait le pilotage à vue. Donc on pilote à vue. Voilà, avec un pilote finalement qui n'a comme seul souci que son intérêt personnel. Hein, parce que quand on a le souci de l'intérêt personnel, à ce point, on ne peut pas avoir le sens de l'intérêt général. C'est incompatible. C'est l'un ou l'autre. Donc l'un efface l'autre, naturellement. Donc, et pour le coup, c'est l'intérêt général qui pâtit de tout ceci. Hein, je crois qu'il faut bien rappeler qu'une société, c'est pas une scène de libre arbitre. Une société suppose un socle, des piliers. Hein, des règles fondatrices et des règles de fonctionnement. Hein. Il faut à la fois des valeurs qui permettent le vivre ensemble. C'est ça qui est en question. C'est le vivre ensemble qui est devenu un non-vivre ensemble. Voilà. Et donc, vous parliez, je crois, de mensonges tout à l'heure. Ben oui, on a aujourd'hui, en haut de l'échelle des valeurs, toutes les valeurs négatives. Donc, il faut être méchant, il faut être menteur, il faut dissimuler, il faut jouer des coudes, il faut bousculer l'autre. Voilà. Pour arriver à quoi? Ben pour arriver à ce que Peggy énonçait, l'argent, finalement. Vous tentez dans votre première partie de l'ouvrage, Michel Fize, une définition de ce qu'est le mal, puisqu'on parle de morale, et vous citez Georges Bataille, il dit ceci: la préférence pour l'instant présent est la commune définition du mal. Qu'est-ce que c'est ce rapport à l'instant présent qui serait à l'origine du mauvais? L'instant présent, ça nous ramène d'abord à une société. C'est un autre livre que j'ai écrit avant celui-ci, Les larmes de Charlie et compagnie, voilà, où j'essaie de pointer le fait que nous sommes dans une société émotionnelle. C'est-à-dire où tout est fondé sur le principe de l'émotion. Donc les individus, ils sont sous le coup de l'émotion, hein, ramenés, je dirais, aux instincts les plus primaires. Hein, voilà. D'où l'idée d'ensauvagement. Hein, l'idée d'ensauvagement, d'ailleurs, c'est pas une idée politique, l'ensauvagement. Hein, bon, même si évidemment on en fait un usage politique, comme la décivilisation, c'est pas les politiques qui en ont la paternité. Hein, la civilisation, la décivilisation, hein, ce sont des mots des sciences humaines. Et de la sociologie en particulier. Donc pour le coup, une société se décivilise quand elle n'a plus un rapport normal aux valeurs
positive. Donc il s'agit effectivement de remettre en avant, je dirais, tout simplement des choses très très simples que j'ai appris moi quand j'étais enfant, le respect. Ce qui nous a précédés. Voilà, tout à fait. Et qui est déjà très très loin dans le temps. Ce dont a manqué peut-être Emmanuel Macron, puisqu'il n'a pas eu d'éducation bien sûr, proprement parler normale. Oui, il est de la génération d'après les sociétés traditionnelles qui avaient encore un sens commun, un sens de l'intérêt général. Voilà, donc pour qu'il y ait de la bienveillance, du respect, de l'entraide, de la solidarité, de la fraternité, peu importe les termes, il faut qu'il y ait de la transmission. Voilà. Or, nos sociétés, justement, sont en panne de transmission. Aujourd'hui, rien n'est transmis et plus personne ne transmet. C'est-à-dire que chacun fait ses expériences personnelles. Ce que mes collègues sociologues appellent, le temps de l'expérimentation. Donc, on se fabrique. Selon l'expression américaine, self-made man, Monsieur Macron est l'exemple même d'un personnage qui s'est fabriqué. Voilà, qui s'est fabriqué. Ex nihilo. Voilà. Vous préconisez une réforme des mentalités pour transformer l'homme dit égoïste en homme de bien. Est-ce que c'est pas trop tard quand vous dites qu'il n'y a aujourd'hui même plus d'incarnation morale ni intellectuelle ? Vous savez, je pense que nos sociétés ont... Mère Teresa est morte, Coluche est mort. Oui, c'était des références de solidarité, de générosité, de main tendue à l'autre. Voilà, main tendue à l'autre, ça pourrait être évidemment une réponse, savoir tendre la main. Et puis peut-être le premier mot qu'il faudrait réhabiliter, c'est l'amour. Voilà, aimer les autres. Voilà. Et s'aimer soi-même. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Oui, bien sûr. Alors, aimer l'autre autant que soi-même, pas aimer l'autre pour effacer son moi intime. Il y a toujours l'idée des oppositions qui doivent naturellement se croiser. Le bien croise le mal, le clair croise l'obscur, etc. La raison croise l'émotion. Voilà. Donc il y a un travail sur les mots à faire. Vous voyez, tout à l'heure, quand nous nous sommes croisés, nous nous sommes dit quelque chose que l'on ne voit plus nécessairement spontanément. Bonjour, au revoir, merci. Voilà. Merci d'être venu, merci de ce moment. Voilà, c'est-à-dire, j'ai dit un jour d'une manière un peu raccourcie, quand une société n'est plus capable de dire merci, bonjour, au revoir, elle est morte. Voilà. Et je pense qu'effectivement, quand on voit la manière dont les individus fonctionnent comme des zombies, et on n'a pas attendu d'ailleurs la pandémie pour voir des somnambules dans les rues. Voilà, les gens ne se parlent plus. Essayez de parler à quelqu'un. J'avais fait l'expérience un jour dans le métro. Si vous essayez de parler à quelqu'un dans le métro, on va vous prendre pour un fou, quelqu'un qui n'est pas normal ou qui a probablement une mauvaise intention. Ouais. Voilà. Donc encore une fois. Remettre un ordre social, c'est pas tuer les libertés. Moi, je suis très attaché aux libertés. Il n'est pas question de revenir au temps de domination avec ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Justement, ce modèle, Michel Fils, vous le nommez dans votre ouvrage, une morale ouverte. Qu'est-ce qu'on mettrait dans cette notion ? D'abord, on fabriquerait ensemble, à partir peut-être évidemment d'un canevas. Le rôle du politique, c'est peut-être de présenter un canevas, voilà ce qu'on pourrait mettre. Se mettre d'accord sur une base. Oui, vous savez, on a bien inventé, je pense que vous avez ça en tête comme moi, la journée de la gentillesse. Voilà, une manifestation de la crise morale. Être obligé d'inventer une journée de la gentillesse, ou une journée des femmes, pour qu'on les respecte. Bon, ça en dit long sur la dégradation, encore une fois, des relations des uns et des autres. Voilà, donc effectivement... Le droit au blasphème permanent. Oui, le blasphème, comme j'ai en tête une expression d'enfant, voilà, pour faire l'intéressant.
Voilà. Pour faire le buzz. Voilà. Donc sans conviction. Hein, pour blesser. Bon, ça c'est une conviction par contre négative, mais voilà. Donc je pense que le respect pour moi s'impose. Donc on doit respecter les croyants dans toutes leurs croyances. On doit respecter les individus dans ce qui les anime dans leur vie, dans leur vie quotidienne. Voilà. Mais encore une fois. Chaque individu est à la fois, pour reprendre un mot de Mounier, est une personne, c'est-à-dire authentiquement quelqu'un qui a le souci de l'autre, qui a le souci d'un fonctionnement social. Et c'est vrai que par rapport à votre question de tout à l'heure, c'est probablement en Europe notre pays qui est le plus dégradé aujourd'hui. On terminera par cette question, Michel Fils. Qui sont aujourd'hui les ennemis de la morale dans notre société française? Qui? Tout le monde. Tout le monde. En tout cas, tous ceux qui pourraient peut-être porter ce discours ou cette analyse, eh bien, sont très discrets. Donc peut-être Est-ce qu'il n'y a pas une avant-garde de l'immoralité ou de l'amoralité? Ben, je pense qu'il y a effectivement de gros bataillons d'immoralité ou d'amoralité et qu'il faudrait peut-être, en compensation, avoir l'audace peut-être de reconstituer des élites morales. Pas élite au sens de classe sociale supérieure, non, au sens d'une intelligence d'esprit et de cœur. Pour un nettoyage moral de la France, c'est le titre de votre ouvrage, Michel Fils. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. Merci.